Bonjour à tous. Et dans sa vidéo là, je vais papier Physics et Level de octobre-novembre 2022, papier 42. Bon, hier, je recordé une vidéo. Quand je fini, travaille tout vraiment de questions qu'il y a dans ce papier là. Ça me prend moi environ 2 heures tant quelque chose. Mais les temps où cette vidéo là, je remarqué qu'il y a un sound dans cette vidéo. Je suis bien déçu et je me suis delete vidéo là. Donc aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo pour refaire le même papier. Mais seulement, vidéo là, c'est pour plus vite cette fois-ci, peut-être juste un temps, parce que moi des éléments de réponse là, comme tu travailles papier là hier. Donc ici, c'est ban data qui est besoin, qui souvent demande. Ici, ban formule qui est souvent servie. Et donc, dans la question N partie A, il dit à toi, define gravitational field. Réponse, it is an area where a mass experiences a force. Ça veut dire, c'est une région que si tu places une masse dans cette région-là, masse là pour obliger expérience N force. Partie B. A spherical planet can be considered as a point mass at its center. First part, on figure 1.1, draw gravitational field lines outside the planet. Bon, c'est outside the planet, ça veut dire, tu veux dessiner une field line 0 par en dedans. Et le point important, c'est, premièrement, arrows là, il besoin point towards the planet et non pas away from the planet parce que gravitational field is attractive in nature. Deuxième chose, c'est que ban field line ça, c'est besoin radial. Ça veut dire, c'est besoin, en d'autres mots, appear to converge towards the center of the planet. C'est tout, zut. Et bien sûr, les besoins sphérical et symmetrical aussi. Deuxième partie, dis-toi, a satellite is in circular orbit around the planet. Explain, with reference to your answer in B first part, why the path of the satellite is circular. Alors, voilà un petit dessin que je fais ici, hier. Donc, un satellite peut tourner autour d'une planète. Il peut describe un circular path, comment ça peut trouver, qui nous aussi appelle uniform circular motion. Et nous bien connaître que tout le temps qu'on a uniform circular motion, mais ça objet qui peut move in a circle là, il peut obliger experience and resultant force towards the center of the circle. This force is known as the centripetal force. Et dans nos cas, sa centripetal force là est égale à the force of gravity que planète là peut provide. Donc réponse, when an object moves at constant speed in a circle, a constant force known as centripetal force acts on the object towards the center of the circle. In our example, this centripetal force is provided by the force of gravity due to the planet. Partie C. An object rests on the surface of the Earth at the equator. Radius of Earth is 6.4 fois 10 puissance 6 mètres. First part, determine the centripetal acceleration of the object. Bon, nous connaissons la formule for centripetal acceleration, c'est omega squared r, where omega is the angular frequency, et omega can be written as 2 pi upon t capital, que t capital is the time period. Le time period, c'est 24 temps, parce que l'objet là, il est au équateur, donc il peut move at the same speed as the equator. Nous connaissons que l'équateur, il prend 24 hours, ou bien one day to move once around itself.
Donc, c'est pour ça, objet là aussi, ce temps période il paraît même, il y a aussi des 24 heures temps. Pas oublier, besoin faire en secondes. Donc, nous besoin multiplier par 3600 et nous gagnons une réponse 0.034 mètres per second squared. Second part, describe how the two forces acting on the object give rise to this centripetal acceleration. Alors, ici, je fais un petit dessin et voilà, this is Earth et il y a un objet là, équateur là. Bon, qui est la force qui acte l'objet là? Il y a la force. Premièrement, il y a une force qui acte towards the center of Earth, which is the force of gravity. Et il y a une force qui acte in the opposite direction, which is the normal reaction due to the Earth's surface. Et the resultant de ces deux forces-là égale à the centripetal force qui est required for circular motion. Donc, réponse. The two forces are force of gravity acting towards the center of Earth and the normal reaction to the Earth's surface. The resultant of these two forces provides the required centripetal force. Maintenant, nous finissons question 1. Nous avons question 2. Question 2, partie A, nous define specific heat capacity. Donc, it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by unit temperature. Veut dire, c'est quoi ça? C'est quantité l'énergie qui nous besoin pour qui température de n kg d'une substance montée par n Kelvin. D'accord? Partie B. A fixed mass of water in a beaker is at atmospheric pressure. Initial temperature is 0. The water is supplied with thermal energy E so that its temperature increases to 8 degrees Celsius. There is no net change of volume. Use the first law of thermodynamics to complete table 2.1 for this process. Alors, nous avons écrit first law of thermodynamics en forme d'une équation. C'est ça. C'est delta U is equal to Q plus delta W, where delta U is the change of internal energy. Okay. So change of internal energy. Q is the heat supplied or bien thermal energy supplied. Delta W is work done on the system. Mot-clé là, c'est on. D'accord? C'est pas by, c'est on. Et donc, si nous remplissons la table là, nous mettons un 0, nous mettons 0 côté work done on water, qui fait parce que nous connaissons qu'il y a un change of volume of water. Work done, c'est quoi? C'est P times delta V, ok? Donc, delta V égale à 0 veut dire que delta W is equal to 0. Donc, work done on water est 0. Maintenant, si nous servons une équation, nous pouvons trouver que delta U live in E. Donc, delta U is E. Second part, the water is now heated so that its temperature increases by a further 8 degrees Celsius to a final temperature 16 degrees Celsius. The process causes the volume of the water to increase so that work done, W, is done. Assume that the change in internal energy is the same as in B first part. Use the first law of thermodynamics to complete table 2.2 for this process. Donc, pour ce deuxième changement-là, ce qui est arrivé, c'est que volume de water là in augmenté. Donc, si volume in augmenté, veut dire qu'il y a un non-zero work done. Il y a un non-zero work done. Et que ce valeur, c'est W là. Donc, dans la table là, nous mettons W ici, que work done on water. Maintenant, ici, il aussi dit à nous que the internal energy change is the same, comme tu là. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours eux-mêmes. Ok? Il faut toujours eux, the change of internal energy, il faut toujours eux. Et donc, si nous servons encore une fois une équation c'était delta U is equal to Q plus delta W. Et donc, Q est égal à delta U minus delta W. Et delta U, c'est E. Et delta W, c'est W. Donc, réponse E moins W. E
moins W. Et là, comprend que W c'est un chiffre négatif parce que work done on the water is negative. OK, parce que water là, il pas compressé, mais il peut expand plutôt. C'est pour ça que work done on the water est négative. Donc, and note W, we know that it is negative. Step part C. Use the information in part B to suggest, with a reason, how the average specific heat capacity of water between 8 degrees Celsius and 16 degrees Celsius compares with its average value between 0 degrees Celsius and 8 degrees Celsius. Puis nous compare specific heat capacity pour ça descendement là. Mais, OK, nous avons un petit coup. Nous connaissons la formule là, non? Q is equal to delta M C times delta theta. Because Q is the heat supplied, pardon. Q is equal to MC delta theta. Because Q is the heat supplied, M is mass, C is specific capacity, and delta theta is the change of temperature. Alors, dans ces cas-là, change of temperature pareil, et masse là pareil. Donc, nous trouvons que Q est proportional to C. OK? Donc, à ce nous besoin laquelle entre ça D là, Q plus grand. OK? Pour première situation là, Q c'était I. Et pour deuxième situation là, Q c'est I minus W. Trouvez? Laquelle qui est plus grand? I ou bien I minus W? Là, faites bien attention. C'est I minus W qui est plus grand parce que W c'est un chiffre négatif. Alors, réponse. The specific heat capacity of water for the change from 0 to 8 degrees Celsius is less because more heat was needed. Enfin, je me fais un tirer ici, c'est less because less heat was needed to cause the same temperature change. OK, ça veut dire, c'est qu'il nous besoin comprendre. Premièrement, nous ne fait trouver fait que là que Q is proportional to C. Ça veut dire que nous besoin juste guetter laquelle on de là qui nous fin provide more heat. Est-ce qu'il nous fin provide more heat ici? Est-ce qu'il nous fin provide more heat pour sa situation première là? Ou bien nous fin provide more heat pour la deuxième situation là? Laquelle nous fin provide more heat? Laquelle qui est plus grand? I ou bien I minus W? C'est I minus W qui est plus grand. Donc, alors, c'est pour ça que specific heat capacity, pour sa deuxième là, il plus qui pour premier là. Okay, now the question 3, part A. Il donne nous une équation. Il nous state the meaning. Donc voilà, P c'est pressure, V c'est volume, N capital c'est number of particles, K c'est Boltzmann constant, T capital c'est thermodynamic temperature. Part B, use the equation in A to show that the average translational kinetic energy of a molecule of an ideal gas is given by this value. Bon, pour nous gagner ça, c'est qu'il nous fait nous pouvons besoin, premièrement, réaliser qu'il y a une formule for pressure. Donc, sa formule for pressure là is this. P is equal to 1/3 rho CRMS squared. Because P is pressure of gas, rho is the density of gas, CRMS is the root mean square speed of gas. Ça veut dire c'est un genre average value for the speed of the gas particles, mais c'est pas exactement un average value, c'est juste une forme de average. Et donc, nous start with this equation, et là, nous pouvons simplifier. Comment nous simplifier? Premièrement, nous pouvons dire que rho is M capital ou V. Que M capital is the mass of the gas. Là, ça M capital là, nous pouvons décomposer, nous pouvons écrire comme N capital fois M, petit m. N capital, c'est the number of particles. Petit m, c'est the mass of one particle.
Là, nous pouvons recréer l'équation là such that nous pouvons recevoir PV on one side. Donc, les PV, les ça, PV is equal to 1/3 NMC or MS squared. And fois nous finissons ça, là, nous pouvons combiner avec the given equation in the question, which is PV is equal to N capital KT. Donc, alors, nous pouvons ça ici. Voilà. This. Donc, NKT is equal to 1/3 NMC or MS squared. Nous coupe N on both sides. Là, nous faire N côté vin half MC or MS squared et que nous trouvons qu'il est égal à 3 lots 2 KT. Donc, ça veut dire the mean kinetic energy of the gas particles is 3 lots 2 KT. Fini, chaud. À cette partie C, the mass of an oxygen molecule is 5.3 n fois 10 puissance moins 26 kg. Assume that oxygen behaves as an ideal gas. First part, use the equation in B to determine the RMS speed of an oxygen molecule at 23 degrés Celsius. Alors, premièrement, nous pouvons start with une formule qui est déjà chaud. Formula là is this 3 sur 2 kT. Maintenant, kinetic energy là c'est half m CRMS squared. Maintenant, nous pouvons faire CRMS une subject au formula. Donc, nous avons CRMS is equal to the square root of 3 kT sur m. Et donc, égal à square root of 3 fois n.38 fois 10 puissance moins 23 multiplié par T. T, c'est 23 plus 273.n5 parce qu'il est bien en Kelvin. Et M is the mass of one particle, which is 5.3 n fois 10 puissance moins 26. Quand nous évaluons, nous avons la réponse 480 mètres per second. This is the RMS speed of the oxygen molecule. Deuxième partie maintenant. A fixed mass of oxygen gas at initial pressure P is sealed in a cylindrical container. Voilà. Et donc, laisse-moi faire ça pour que vous trouver plus bien. Donc, comme ça, là, c'est qu'il arrive, il prend piston là, il compresse de gaz. Et pendant qu'il compresse de gaz, il dit que gaz là, il remain in thermal equilibrium with the surroundings. Veut dire que cette température reste tout le temps pareil comme la surrounding, cette température. En d'autres mots, cette température n'a pas changé pendant qu'il compresse. Mais si cette température n'a pas changé, ça veut dire ce RMS speed aussi pas pour changer. Qui fait? Parce que nous avons sa formule là ici. Kinetic energy is equal to 3 lots de kT. Non. Donc, si nous créons kinetic energy comme half mcrms squared, là nous trouvons que crms squared is proportional to temperature. Ça veut dire que nous pouvons conclure que si température pas changée, veut dire crms pas changé. C'est pour ça que ici réponse à vient horizontal straight line. Ça veut dire que the RMS speed is remaining constant. It is not changing. OK. Donc, pour numéro 4, c'est qu'il arrive, il donne un graphe. Ce graphe-là peut représenter comment height d'un objet peut change with time. Et comment je peux trouver il y a une sinusoidal graph. Ça montre nous que il y a un simple harmonic motion qui peut arriver. Donc, ici, on fait un petit dessin. Voilà, il est comme ça là. Et comme si nous pouvons imaginer que il y a un spring qui est suspended on a ceiling. Et at the bottom is attached an object. And the object is at a height h from the ground. Et que là, l'objet là, il monte, descend continuellement. Donc, il peut osciller. C'est pour ça que h is a variable. Et voilà, this is how it varies. Et comment nous remarquer, il varie depuis 18 poils jusqu'à 10 cm. Donc, ça, c'est des extrémités, 18 et 10 cm. Donc, maintenant, nous avons une question. Partie A, première partie, determine amplitude. Bon, amplitude, c'est the maximum displacement from equilibrium position. Et que the equilibrium position, c'est 10 cm. Donc, si nous faisons 18 retiré 10, nous gagnons 8 cm. Deuxième partie, show that the angular frequency is n.6 rad per second. Nous observons une formule, omega is equal to 2 pi upon t. T, c'est the time for one cycle. Donc, si nous observons une graphe, nous remarquons que the time of one cycle is 4 secondes. Donc, les 2 pi sur 4 qui est égal à n.6 radians per seconde. Et troisième partie, determine the total energy E. This is the formula for total energy. Okay, it is half m omega squared x naught squared, where
X naught is the amplitude. Donc, on remplace les, nous gagnons une réponse 0,29 joules. Partie B. On figure 4.2, sketch the variation with h of the kinetic energy EK of the object. Bon, première chose, c'est nous besoin connaître qui, pendant que ça objet là peut oscillate, ben, il peut atteindre ce maximum speed que ce equilibrium position et qu'il peut atteindre ce speed 0 que ce d extremities. Ça veut dire en d'autres mots, quand h lit d ou bien 18 cm, la kinetic energy pour 0, mais quand h lit 10 cm, la kinetic energy pour maximum. Donc, nous avons un coup de graphe là. Donc, vous mettez là, quand h lit 2, kinetic energy 0, quand h lit 18, kinetic energy lit 0, et quand h lit 10 cm, kinetic energy lit maximized, et que ce valeur est pareil comme the total energy of the oscillation, qui nous calculé tout à l'heure là, jusqu'à 0,29 joules. Et que l'ibsa une parabola. OK. Maintenant, nous get numéro 5. Numéro 5, partie A. Define electric potential at a point. Bon. Electric potential, c'est tout simplement the work done to bring a charge of plus 1 coulomb from infinity to the point. OK? Allez, partie B. An isolated conducting sphere is charged. Figure 5.1 shows the variation of the potential V due to the sphere with displacement x from its center. Donc, laisse-moi laisse-moi effacer ça là pour que je trouve les plus bien. Allez. Donc, les nous comme ça qui est un charged conducting sphere. Et ça graphe là peut montrer toi comment potential de sa sphère là, il peut vary with distance from its center. Et là, nous pourrons remarquer une chose, nous pourrons remarquer que dans sa région là, the potential is constant, the potential is constant, et ça montre nous tout simplement que the electric field is zero inside the charged sphere, qui fait parce que electric field strength is just a gradient of the potential. OK? Donc, si potential sur gradient est 0, veut dire E sur valeur pour aussi 0. Donc, E égale à 0, inside est conducting charged metal sphere. Et après, nous remarquons aussi que l'exponential, plus nous move away from the center, et l'exponential, plus nous move away from the center. Et une autre chose qui nous aussi remarqué, c'est que the value of V is always negative, qui montre nous que sphère là est negatively charged. OK? Donc, maintenant, nous avons une question. Determine the radius of the sphere. Bon, ça veut dire radius of the sphere là, pour représenter par sa région que potential là, remain constant. Donc, si nous get nous graph, where is the potential constant? The potential remains is constant in this region here. Ça veut dire sa région là représente region inside the sphere. Alors, the radius of the sphere, il peut, si nous drop une line là, the radius of the sphere, il peut 0.06. Voilà, 0.06 mètres is the radius. Deuxième partie, the charge on the sphere. Là, nous savons formule. V is equal to Q over 4 pi epsilon naught x. Et là, nous pouvons faire Q in the subject of formula. Et comme V, nous pouvons mettre les moins 850 parce que, et d'après graphe là, the maximum potential est moins 850. Et x est égal à the radius of the sphere. Donc, quand nous remplaçons, nous gagnons une charge égale à moins 5.7 fois 10 puissance moins 9 coulombs. Allez, partie C maintenant. Il y a nous two spheres are identical to the sphere in part B. Each sphere has the same charge as the sphere in part B. The spheres are held in vacuum so that their centers are separated by a distance of 0.48 meters. Assume that the charge of each sphere is a point charge at the center of the sphere. Calculate the electric potential of the two spheres. Alors, nous observons une formule. EP is equal to Q1, Q2 upon 4 pi epsilon naught x, where x is the separation between the two spheres. Et là, nous gagnons comme réponse
6,3 fois 10 à la puissance de moins 7 joules. Deuxième partie. The two spheres are now released simultaneously so that they are free to move. Describe and explain the subsequent motion of the spheres. Alors, rappelle bien que l'ingénieur il a des sphères qui pareilles et que tous les deux sont negatively charged et que sont séparés par une distance de 0,46 mètres, comme je peux trouver dans mon dessin. Et là, quand nous log ces deux sphères-là, bien sûr, nous pourrons remarquer que ces deux sphères-là se peuvent move away from each other due to the electric repulsive force. Et c'est pas assez comme description. Nous aussi capable dire que cette accélération peut diminuer. Qui fait parce que plus vous êtes éloigné, plus la force là diminue. Plus la force là diminue, veut dire plus l'accélération diminue. D'accord? Donc réponse à Lisa. Voilà, dit là. The two spheres move away from each other with decreasing acceleration. This is because the electric force is repulsive and its magnitude decreases with increasing separation of the objects. Question 6. Bon, question 6, et nous avons un petit coup. Et de nous un dessin comme ça là, côté on a un capaciteur qui est connecté in series avec un résisteur et qu'on a un switch qui open. Et là, nous close the switch. À t égal à 0, nous close the switch. Bien sûr, quand nous pouvons close the switch, ce capaciteur là, il peut get discharged. Il peut perdre ce charge. Donc voilà, ici c'est un graphe. Donc the first graph is the graph of charge with time. Donc as we can see, the charge at first was 0.9 millicoulomb, and then it decreases exponentially with time. Okay, this is the variation of Q with time. And the second graph is showing the variation of V with time. V, c'est the potential difference across the resistors. C'est entre ces deux points-là, là. OK, fais un petit dessin. Me mettre point X, point Y, disons. Donc, V is the potential difference between points X and Y. Et nous remarquons que V aussi il diminue exponentially. Pareil. Partie A, explain the shape of the line in figure 6.3, representing the variation of V with T. OK, qui fait shape là, comme ça? Qui fait V, il diminue de cette façon-là? Bon, première chose, c'est nous avons une équation. Q is equal to CV. Donc, ça veut dire Q is proportional to V. Ça veut dire que un affaire nous dire c'est que ça veut dire the shape of V est pour bien pareil comme the shape of Q. OK, et que the shape of Q nous peut trouver comment il était là. The shape of Q l'exponential comme ça, non? Donc voilà, et c'est pour ça que V aussi se shape pareil. Et une autre affaire qui nous dire c'est que plus capaciteur là peut perdre ce charge. Donc, ce qui est arrivé, c'est V peut diminuer, bien sûr, parce que Q is equal to CV. Q is equal to CV. Donc, quand Q peut diminuer, V peut diminuer, bien sûr. Mais, qui fait les peut diminuer de cette façon-là, qui fait les diminuer exponentially, c'est parce que Ohm's law V is equal to IR. Ça veut dire V proportional to I. Donc, plus V diminue, veut dire plus I diminue. Mais I, c'est quoi? I, c'est dQ by, I, c'est dQ by dt, ou bien C times dV by dt. Alors, dV by dt, il diminue. OK? dV by dt diminue. Ça veut dire, un graphe là vient less and less steep. Voilà. Ici, c'est la réponse là. After the switch is closed, the capacitor discharges continuously, so the PD across its plates also decreases. This is equal to the PD across the resistor. The exponential aspect of the graph is because the current decreases as voltage gets smaller. Ohm's law. Partie B. Use figure 6.2 to show that the time constant of the circuit in figure 6.1 is 5.5. Alors, time constant, c'est quoi? C'est the time taken pour qu'il and charge le capacitor leaving 1 upon E of its original value. OK, ça veut dire N low D.7N de ce original value. Mais si nous avons le capaciteur là,
Ce initial charge, c'était 0,9 millicoulombs. Bien ça, si nous faisons n log E fois 0,9, si nous faisons n log E fois 0,9, nous avons la réponse 0,33 millicoulombs. Alors, nous besoin guetter combien de temps il prend pour ce charge vin 0,33. Donc, nous besoin tenir la ligne que de 0,33 millicoulombs. Là, nous guetter combien de temps il prend. Et nous pouvons trouver qu'il est égal à 5,5 secondes. This is the time constant, 5,5 secondes, correct. Allez, partie C maintenant. Il dit à nous, find the capacitance. Donc, capacitance is equal to Q over V, ça. Q, ce initial value, nous connaît, c'est 0,9 à 10 puissance moins 3. V aussi, ce initial value, nous connaît, c'est 7,5. Donc, nous avons la réponse, n.d fois 10 puissance de moins 4 farad. Quand nous multiplions par 10 à la puissance de 6, nous gagnons 120 microfarad. Deuxième partie de résistance. Bon, là, nous observons la formule time constant is equal to resistance fois capacitance. OK, nous connaissons time constant. Nous connaissons capacitance. Donc, nous calculons résistance. Et en kilo-ohm, il est égal à 46 kilo-ohm. Question 7. Il nous define magnetic flux density. Donc, nous avons défini comme ça. It is the flux passing through a plane of unit area placed perpendicular to the magnetic field. Ça veut dire que tu as un magnetic field, tu as besoin de place une base qui 90 degrés au magnetic field là, et qui se area li 1 mètre carré. Et là, tu as combien de flux qui peut traverser sa base là. Correct? Donc, magnetic flux density is the flux. It is the amount of flux qui passe à travers un plane qui est in an area de 1 mètre carré qui est placé at 90 degrees with respect to the magnetic field. Et que ce unit, c'est Tesla en passant. Et que ce formule, c'est flux upon area, phi upon A. Correct? Partie B. Partie B, il dit à nous que, voilà, ici, il y a un Newton meter qui est attaché à un coil qui contenait 40 tons. Coil là, il y a 40 tons. Et Newton meter là peut read a value of 0,563 Newton. Et là, il nous aussi dit à nous que, cette la question là, il dit à nous que il y a une balance, il y a une top pan balance, voilà, et que le top pan balance là, il met un U-shaped magnet, et là, reading là, est 0, ça veut dire que reading là, est 0 quand il y a sa magnet là, l'oli, ok, reading là, 0, là, c'est qui est arrivé, la personne là, il fin, prend sa system of Newton meter and the coil là, il fin lowerly into the region of uniform magnetic field as shown in this diagram. Et là, il fin passe un current. Qui current qu'il vient passer? Il passe un current de 3,94 ampères dans sa rectangular coil là. Et là, il remarque que the reading on the top pan balance, il augmente les autres depuis 0, il vient 2,16 grammes. Ça veut dire qu'il augmente. Ça veut dire top pan balance. Ça veut dire ce qu'il arrive, the magnet in experience an downward force. Et as a result, from Newton's third law of motion, nous connaissons que coil là, il finit bien experience an equal but opposite force. Donc, première partie, il demande nous, explain why the current causes a vertical force. Bon, when a current, réponse, c'est ça, réponse. Donc, when a current is passed in the coil, it generates magnetic field which interacts with the magnetic field of the permanent magnet, thereby producing a force. The direction of the force is given by Fleming's left-hand rule. Deuxième partie, determine to 3SF the flux density B of the uniform magnetic field. Alors, premièrement, nous connaissons que force là est bien égal à mg parce que ça top pan balance là une expérience and weight of mg where m is the
is 2.6 grammes. Alors, magnetic force là, c'est égal à mg même. Donc, F is equal to mg. Là, la magnetic force là, sa formule, c'est BIL times N. OK? B is the flux density, I c'est current, L c'est the length of the segment of the wire, et N is combien de segments il y a, c'est-à-dire 40 dans ce cas-là. Et donc, si nous faisons B in subject of formula, nous avons B is equal to mg over ILN. Donc, M c'est ça 2.6 grammes là, qui nous a fait en kilogrammes, et G c'est 9.8 N. I is the current in the wire, which is 3.94. L is the length of the segment, which is 0.03. Et N capital c'est combien de turns qui est là, c'est-à-dire 40. Donc, on nous remplace tout ça là, nous gagnons une réponse 4.48 fois 10 à la puissance de moins 3 Tesla. Troisième partie, determine what is the reading on the Newton meter. Bon, au commencement, reading on the Newton meter, c'était 0.563 Newton. OK? Ça, c'était quand pas n'a aucun magnetic force. Mais quand nous finissons pas sa current là, nous connaissons que quand là, in experience an upward magnetic force, donc, veut dire que Newton meter là, ce reading pour bien diminuer. Et pour bien diminuer par exactement ça, magnetic force là. Donc, nos réponses, Livin, 0.563 retirer sa magnetic force là. The magnetic force is given by the value of mg qui est égal à 2.16 fois 10 puissance moins 3 fois 9.8 n. Donc, nos réponses viennent 0.542 newton. OK. Maintenant, nous avons question 8. Donc, question 8, partie A. Lenz's law of electromagnetic induction dit nous que the induced EMF will produce effects so as to oppose the change causing it. OK, ça c'est Lenz's law. Donc, Lenz's law, il est avec Faraday's law. Hein. Faraday's law rappelle, il dit nous que du moment où il y a un change of flux, ou bien il y a un induced EMF. OK? Mais Lenz's law, il dit nous que ça induced EMF là, il peut produire un effet qui peut opposer sa création. Ça veut dire c'est qui peut opposer sa changement qui est responsable in the first place là. Pour ça induced EMF là. OK? Et partie B, tu as un dessin comme ça, que tu as deux coils of wire, coil 1 and coil 2. Donc, tu passes un AC through coil 1 et tu connectes un potential difference across coil 2. Et là, il y a un graphe ici. Donc, this graph is the variation of current in the first coil with time. On va trouver les sinusoidal. The current is sinusoidal. Moi, tu vais trouver, voilà. Le courant là est sinusoidal dans coil 1. Et donc, si courant sinusoidal veut dire flux aussi pour sinusoidal, parce que current is proportional to the flux. OK? Et donc, flux là, si vous prenez ce graphe pour pareil, et pour même shape. OK? Donc, maintenant, partie N, il dit à nous, sa graphe qui finit de montrer toi là, il y a sa expression là. I1 is equal to x sine of yt. Find x and find y. Eh bien, c'est simple. X, c'est l'amplitude. Donc, il est égal à 0.85 ampères. Et y, c'est the angular frequency. Angular frequency is given by 2 pi upon t capital. T capital is the time for one cycle, which is 0.04. Donc, réponse 160 radians par seconde. Deuxième partie, il dit à nous comme ça que ça veut dire qu'il nous dessine un graphe de V2 with time. C'est-à-dire dessine un graphe de comment est-ce que ça induced EMF dans coil 2 là, il peut varier. Comment est-ce qu'il peut varier? Bon, c'est que nous devons réaliser. Nous devons réaliser tout simplement que, bon, si je peux suivre mon calcul là, je peux trouver une affaire, je peux trouver que V
est proportional to minus di by dt. Ça veut dire V is proportional to the minus of the gradient. Donc, ça veut dire quand gradient là plus steep, l'LM te prend un maximum induced EMF. Quand gradient là 0, là te prend un 0 induced EMF. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que quand gradient là positif, te induced EMF pour négatif, et quand gradient là négatif, te induced EMF pour positif. Donc, si nous servons cette logique là, et là, nous gagnons nous graphes comme ça. Nous graphes comme ça. Nous graph of induced EMF, pour de cette façon-là. OK? Et voilà, ici, nous tiens un peu expliquer. Donc, nous avons dire ce qui me dit. C'est-à-dire que nous avons un gradient de sa graphe de current là. C'est simple qui vous donne le induced EMF. Et aussi, nous avons que à propos de sa opposite sign là, c'est que nous avons dire que quand gradient est positif et induced EMF est pour négatif et vice versa. Question 9. Donc, question 9, il dit que ça, c'est un emission spectrum of a hydrogen gas. This is emission spectrum of hydrogen gas. OK? Et voilà, on peut trouver là, il y a des spectral lines. Il y a 411, 435, 400, 488 et 658. Et donc, laisse-moi faire un petit summary de comment est-ce qu'il nous gagne les spectral lines là. Comment est-ce qu'il nous gagne ça, visible spectrum là. Alors, nous connaissons que un hydrogen atome est comme ça. Tu as un nucléus et autour du nucléus là, tu as un energy levels. Comme ça là, tu as un energy levels autour du nucléus là. Correct? Et un électron dans un hydrogen atome, normalement, il content reste dans ce ground state, c'est-à-dire il content reste plus près au nucléus là. Parce que c'est sa place là même que il a lowest energy. Mais si l'hydrogène est chaud, si l'hydrogène gaz est dans une condition que la température là est assez élevée, là-bas un électron là, il a suffisamment d'énergie pour qu'il get promoted to higher energy shells. Donc par exemple, une certaine ligne ici. Mais là, ce qu'il peut faire, il n'est pas pour rester là-bas pendant beaucoup de temps, il peut relax back. Ça veut dire qu'il peut revenir dans ce ground state. Il peut revenir dans ce ground state. Et donc, ce energy level diminue. Quand ce energy level diminue, il libère photon. Il libère un photon. Sa énergie de sa photon là, the energy of the photon is exactly equal to the difference in energy levels of these two subshells. C'est pour ça que tu peux avoir différents wavelengths. Voilà. Chaque wavelength représente une certaine photon energy là. OK, par exemple, ça 411 nanomètres là. Ce photon energy, je vais gagner si je sais sa formule h c upon lambda. Pareil pour 435 là, pareil pour 488 là, pareil pour 658 là. Chaque wavelength est associé à une spécifique photon energy. Et une photon energy est associé à une spécifique transition de électrons depuis une higher energy to a lower energy shell. Et là, nous remarquons que ça va wavelength là c'est discrete et non pas continuous. Qui veut dire ça c'est discrete? Veut dire qu'ils étaient dans une spécifique value, il y a 411 exact, 435 exact, 488 exact, 658 exact. Mais il n'y a aucun wavelength qui est in between, ça veut dire il y a un gap qui existait. Voilà. Il y a un gap qui existait ici là. Quand il n'y a aucun wavelength, il y a un gap qui existait là et il y a un gap qui existait là. C'est pour ça que le spectrum là n'est pas un continuous spectrum, mais un discrete spectrum.
Et la raison est très simple, c'est parce que ban energy levels dans hydrogen atom là, c'est même discrete. Ban energy level, ça c'est pas form a continuum, c'est discrete. C'est pour ça que ça ban photon energies qui liberated là, c'est aussi discrete. OK? Donc réponse, je vais là. These discrete wavelengths correspond to discrete photon energies. We know that a photon is liberated when an electron jumps from a higher to a lower energy level in an atom, and that the photon energy is equal to the difference in these two energy levels. Hence, we conclude that the energy levels in an atom are themselves discrete. Deuxième partie, il montre nous différents energy levels qui présentent le hydrogène. OK, il montre nous différents energy levels qui présentent le hydrogène. Le lowest energy level, c'est qui est plus près au nucléus là, ça, les moins 3.4 électronvolts. Et le second lowest, X, après les moins 0.850, après les moins 0.544, après les moins 0.378. Comment tu peux trouver? Dans cette direction-là, l'énergie là peut increase là. Il peut devenir less négative. L'énergie de l'électron là, il peut increase in this direction. Il peut devenir less and less négative. Maintenant, il dit que the wavelength of radiation relate to the transition to the moins 3.4 électronvolts. Ça veut dire, il peut dire que pour tout ça, les wavelengths qu'il fait montrer là, ici, pour tout ça, les wavelengths qu'il fait montrer là, ça 411 là, ça 435 là, ça 488 là, ça 658 là, pour tout ça là, vous êtes créé par le fait que l'électron là, est relax to the moins 3.4 electron volt energy level. Par exemple, un électron les autres ici, les vins là, ou bien les sorties ici, les vins là, ou bien les sorties ici, les vins là, ou bien les sorties ici, les vins là. Donc, il y a ces quatre possibilités là qui est là, qui est responsable pour ça. Ça quatre wavelengths qui nous montrent là, là-haut. OK, et maintenant, il demande nous, show that the energy level X is moins 1.51 électronvolts. Mais avant tout, avant de find sa energy level X là, nous allons find sa différence entre sa deux energy levels là. Bon, sa différence là, est minimum, les même plus petit valeur delta I qui est là. Si valeur delta I là petit petit veut dire les mêmes plus petit photon energy. Si les mêmes plus petit photon energy veut dire les mêmes plus grand wavelength. Alors c'est this wavelength ça. C'est sa wavelength de 658 nanomètres là qui est responsable. Donc lambda est pour 658 nanomètres. Si lambda 658 nanomètres, là nous allons faire des photon energy. Nous gagnons égal à nous gagnons en joule aventure. Et là, nous besoin diviser par n.6 fois 10 à la puissance de moins 19 pour nous gagner en electron volts. Et que finalement, nous gagnons une réponse n.889 electron volts to be the photon energy. Et que ça, lui aussi, sa energy gap là, il même fait que sa energy gap là. Donc, sa energy gap là, est n.889 electron volts. The energy gap là, est n.889 electron volts. Donc, this means que X lui-même se valait pour moins n.51 electron volts. Partie B. Partie B is the same part of the emission spectrum from hydrogen as in A. Donc, the same part of the emission spectrum from hydrogen as in A, observed in light from stars in a distant galaxy, is shown in figure 9.3. Donc, maintenant, bon, t'allais là, ça spectrum là, c'était spectrum de hydrogène gaz qui est présent dans le laboratoire. Tu as un hydrogène gaz dans le laboratoire et ce spectrum là as shown. Mais the second spectrum qui veut montrer nous, ça vient depuis une galaxie. Et comment nous trouver ligne shiftée à droite. Ça veut dire que cette wavelength là, c'est une augmentée.
chaque wavelength est augmentée. Et la raison, c'est à cause redshiftness. C'est que quand galaxie là, le fait qu'il peut move away from us, ben là, ban light qui émet là, the wavelengths they appear to become longer. Ça on appelle ça redshiftness. OK? Donc, première partie, réponse est redshiftness. Et deuxième partie, the motion of the galaxy, c'est-à-dire galaxy is moving away from us. Et dans la troisième partie, il demande nous calculer the speed of the galaxy. Mais ça nous servir the Doppler effect equation. Delta lambda over lambda is about V over C. Et delta lambda, c'est ça change of wavelength là, c'est sa différence entre ces deux wavelengths là. Donc 686 retiré 658 et lambda c'est 658. V nous pas connaît et que C c'est the speed of light, c'est 3.3 fois 10 à la puissance de 8. Donc quand nous calculons V, nous gagnons n.3 fois 10 à la puissance de 7 mètres per seconde. This is the speed of the galaxy. Partie C. In the new distance of the galaxy from Earth, in the new find the Hubble constant. Donc, nous savons la formule. Speed of galaxy is equal to h naught d. Donc, speed of galaxy, nous fais calculer d in the new de question. Donc, quand nous calculons h naught, nous gagnons 2.3 fois 10 puissance moins 18 per seconde. OK. Maintenant, dernière question, numéro 10. Ça, il y a à propos PET scanning. Donc, ça est très simple. J'ai besoin d'apprendre tout simplement. Donc, quand on a PET scanning, ce qui est arrivé, c'est que on a des gamma rays that are detected by the apparatus. Et que ces gamma rays là originate from positrons in the body. Donc, première partie, j'ai nous explain how positrons come to be present in the body. Il peut nous expliquer comment les positrons dans du monde sur l'écho. Tout simplement, il besoin introduce ce qu'on appelle un tracer. OK, donc, by the introduction of a tracer containing a positron emitter. C'est comme ça qu'il y a un positron de du monde sur l'écho. Et là, c'est ça positron là même qui peut émettre gamma là. Comment il émet gamma? C'est voilà, il émet gamma de cette façon là. Donc, the positron interacts with an electron such that mass gets converted into photon energy. Donc, quand un positron, il peut tape un électron, là, pour une pair annihilation qui peut arriver, c'est-à-dire ça démasse là pour une pure energy, et donc il y a une gamma, et il y a une D gamma au fait, et c'est ça gamma rays qui get detected by the equipment, et là, equipment là, c'est comme ça qu'il est capable locate the position of the positron in the person's body. Partie B, il demande show that the wavelength of the gamma radiation is approximately 2.4 picomètres. Donc, show that the wavelength is 2.4 picomètres. Donc, première affaire, c'est que nous besoin connaître. C'est que nous besoin connaître avant tout, c'est que quand un électron réacte avec un positron, là, tu gagnes des gamma. Correct? Donc, si tu as un électron sur masse, il autant 9.11 fois 10 puissance moins 31. Un positron sur masse, il est pareil, exactement pareil. À ça, c'était servi Einstein sur equation E is equal to mc squared. Donc, m, il bouvine ça, sa masse là. Donc, il vient 2 fois 9.n fois 10 puissance moins 31. Et si c'est 3 fois 10 puissance 8. Donc, quand tu calcules l'énergie là, tu gagnes n.6398 fois 10 puissance moins 13 joules. Ça, c'est total energy qui est libérée. Mais sa total energy là, c'est l'énergie de 2 gamma photons. Ça. Donc, nous avons divisé par 2 pour nous gagner energy of only 1 gamma photon. Donc, energy of 1 gamma photon is 8.n99 fois 10 à la puissance de moins 14 joules. This is 1 photon of gamma. Maintenant, nous observons la formule E is equal to hc over lambda pour nous find lambda, which is the wavelength of the gamma. Donc, the wavelength of the gamma, we find it to be approximately 2.4 picomètres, as expected, as desired. Voilà, on arrive à la fin de nos papiers et je vous dis merci pour votre attention.